Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, une vidéo de la joie, de la fête et du bonheur. Et oui, ma chaîne vient en effet de dépasser les 200 abonnés. Ce qui est juste vraiment incroyable pour moi. Enfin, déjà dépasser les 100 abonnés, je m'y attendais pas, mais alors les 200, c'est encore plus fou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord faire un petit blabla sur la chaîne, sur son avenir, sur le destin, sur l'infini et au-delà. Donc je vais vous mettre un petit timecode si vous voulez zapper tout ce blabla et passer directement au vif du sujet. Dans un premier temps, je tenais bien évidemment à vous remercier. Malgré le fait qu'en ce moment, le rythme sur ma chaîne soit assez aléatoire, je reçois toutes les semaines des petits messages, des petits commentaires, des gens qui viennent s'abonner de plus en plus, etc. Et mine de rien, même si je sors une vidéo une fois par mois, une fois, deux peut-être vidéos par mois, pas plus, et ben ma chaîne continue à vivre et ça me fait très plaisir. Ça me fait aussi très plaisir de recevoir la plupart du temps des messages encourageants et des commentaires assez positifs sur le contenu que je propose. Même si ma chaîne n'est pas le summum de l'originalité et que je n'ai pas une émission à proprement parler, j'essaye toujours quand même de soigner vraiment mon contenu, j'essaye de soigner mes propos, j'essaye vraiment de donner le maximum de moi-même dedans et quand j'ai des retours positifs, et ben ça me fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne la chaîne à proprement parler, j'ai plein d'idées et j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête. Je vais essayer de profiter des vacances de cet été pour mettre en branle un petit peu tout ça parce que j'ai plein d'idées de pilotes à tourner, de petites émissions qui pourraient être sympas et qui pourraient faire vivre la chaîne. Pour le moment, je n'ai pas le temps de les mettre en place, mais vous inquiétez pas, ça continue à bouillonner là-dedans. Ensuite, vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé si je comptais continuer les critiques de livres. Alors oui, c'est vraiment quelque chose que je tiens à garder, mais il s'avère que jusqu'à maintenant, en fait, le format vlog ne me convient pas du tout et je n'arrive pas à approfondir mes analyses et j'arrive pas à aller au fond des choses. Autant ce format me rend très à l'aise avec les analyses de films, je trouve que vraiment j'arrive à dire tout ce que je veux, à vraiment me sentir à l'aise avec. Autant sur les analyses de livres, je trouve que je suis pas pertinente, je trouve qu'on dirait vraiment une revue make-up mais adaptée en bouquin et je trouve que ça fonctionne pas du tout. En fait, il s'avère que les 3/4 de mes lectures ce sont des grands classiques de la littérature et je pense que ce serait plus intéressant si jamais je proposais une vraie émission autour de ces classiques de la littérature plutôt qu'un format vlog parce que en effet ce sont des livres qui ont tellement marqué l'histoire de la littérature et qui ont déjà tellement été entendus, il y a tellement de gens qui en ont parlé que en faire un format vlog, je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, pour l'instant je suis en stand-by sur les critiques de livres. Jusqu'à la fin de l'année, je pense que je vais pas en faire. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore deux, trois petites idées sous le coude. Trêve de blabla, il est donc temps de commencer cette hors-série. Donc sous ce titre extrêmement mystérieux, n'est-ce pas, je voulais en fait vous parler de films que j'ai appréciés, voire adorés et qui sont très peu connus du grand public. Pour ça, j'ai sélectionné 8 films. J'ai essayé vraiment de taper dans un petit peu tous les styles, de tous les genres, pour essayer de proposer une chronique la plus diversifiée, la plus intéressante possible. Je n'ai fait que 8 films parce que après ça aurait été beaucoup trop long, ça aurait pris trop de temps et comme je tiens quand même à m'arrêter un petit peu sur chaque film, voilà, je tenais à faire quelque chose quand même d'assez concis, d'assez précis. Évidemment, il se peut dans cette sélection que vous connaissiez vous-même certains des films dont je vais parler, et il se peut à l'inverse que je ne vais pas parler de l'obscur film austro-hongrois que vous adorez et que vous adulez. Et je tiens bien sûr à préciser que cette sélection est avant tout subjective, que je ne vais parler que de films que j'ai vus et appréciés, et que bien évidemment, comme je n'ai sélectionné que 8 films, je n'ai pas pu faire une liste exhaustive de tous les petits bijoux inconnus que je connais, donc voilà. Commençons sans plus tarder. Numéro 1, Pierce Brosnan Anami ou Cherry Blossoms dans sa version internationale. Pour tout vous dire, j'adore tellement ce film que j'ai presque créé cette vidéo comme unique prétexte pour pouvoir vous en parler. C'est l'histoire de Trudy qui apprend que son mari Rudy est atteint d'un cancer en phase terminale. Tu la sens déjà la profonde joie de vivre avec un synopsis qui commence comme ça. Trudy, désespérée, va cacher son cancer à son mari. Elle lui propose, alors qu'il est très casanier, d'entreprendre un voyage et de rendre visite à leurs enfants à Berlin. Un événement inattendu va forcer le mari, Trudy, à se plonger dans la culture japonaise que sa femme adore. Et bon Dieu de merde, ce film est génial. Si vous aimez les voyages initiatiques, les histoires de dépassement de soi, les rencontres qui changent une vie, les histoires de pardon et les grands drames familiaux, cette histoire est faite pour vous. Mais surtout, ce film est une des plus belles histoires d'amour jamais écrites. Je suis la première à cracher sur les films de romance, mais là, force est de constater que l'histoire d'amour est extrêmement crédible. Elle est profonde et mélancolique et elle transcende tout ce qu'on a pu savoir ou connaître sur ce genre. Ce film est aussi magnifique visuellement. Pour tout vous dire, c'est grâce à lui que j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on appelait la photographie d'un film. Tous les plans ressemblent à des tableaux, la mise en scène est extrêmement soignée, fouillée.
tout est à sa place. Il y a aussi beaucoup de codes colorés omniprésents et récurrents qui reviennent dans ce film. Bref, c'est absolument somptueux. Ce film est aussi servi par une des plus belles bandes-son qui m'ait été donnée d'écouter, mais surtout, ce film est ultra profond. L'histoire, les personnages et le contexte sont vraiment prétextes à traiter des thèmes sociétaux fondamentaux. Le choc des générations entre les parents et les enfants, le clivage entre la ruralité et les grandes villes, le rapport à la mort dans différentes cultures, le rapport à la marginalité dans les grandes villes qui ont tendance à annihiler les individus et j'en passe et des meilleurs. C'est cette profondeur et cette lucidité qui permettent au film de ne jamais être niais et mièvre. Il est sur la corde juste, les personnages sont attachants et fouillés, et les différents moments de vie joyeux, vivants, rendent le tragique dénouement encore plus déchirant. Putain, et en plus ça rime. Sortez les mouchoirs, le film est tellement beau, tellement poétique, tellement profond qu'il vous fera à coup sûr verser quelques larmes, à condition que vous rentriez bien sûr dans le délire. Pour moi, c'est un film magnifique qui est la définition même du petit bijou, précieux, intime, beau et délicat. Numéro 2, Deux sœurs de Kim Ji-woon. Changement total de style et d'ambiance. Passons à un petit film d'épouvante. Ce film raconte l'histoire de deux sœurs. Wow, tu l'as cherché loin celle-là. Qui vont chez leur belle-mère. Une des deux sœurs semble avoir très peur de cette femme. De nombreux événements paranormaux semblent confirmer les craintes de la jeune fille envers les agissements morbides de sa belle-mère. Je sais que ce film jouit d'une certaine popularité dans un public de niche et Dieu sait que c'est mérité. Ce film a une patte, une vraie personnalité. La photographie est sublime mais au-delà de ça, la mise en scène est vraiment ultra fouillée. Ce film semble même être un immense prétexte à un exercice de style. La lenteur du film permet d'étudier les plans et les placements du personnage. En fait, avec ce film, le terme mise en scène prend vraiment tout son sens parce que tout est à sa place, tout est précis, tout est codifié pour nous en foutre plein la gueule visuellement. Si, comme moi, vous rentrez dans l'histoire, dans le rythme et dans le style de réalisation, vous allez adorer. Si à l'inverse, vous êtes biberonné aux films d'épouvante à l'américaine avec leur lot de jumpscares, vous risquez de ne pas accrocher au rythme extrêmement lent de ce film. En ce qui concerne la peur en soi, je vous laisserai seul juge, c'est un sentiment subjectif avant tout. Sachez juste que de par la lenteur de son rythme, ce film ne nous épargne rien et nous montre des situations certes déjà vues mais filmées d'une manière complètement atypique et nouvelle. La peur des personnages n'est jamais surstimulée et surtout ce qu'il y a de très bien, c'est que la musique sait se faire discrète. En effet, dans ce film, on a peu d'effets sonores, peu de musique. Parfois, la musique peut être extrêmement bonne, comme dans It Follows. Mais ici, dans Deux sœurs, c'est vraiment l'expression des personnages qui compte, c'est vraiment la lenteur du film et c'est vraiment le fait de se placer dans une atmosphère et dans un rythme comme ça qui compte. Les gros plans sur les personnages et leurs expressions effrayées sont très efficaces parce qu'elles jouent avec notre peur du hors-champ et sont beaucoup plus efficaces qu'une vraie démonstration, qu'une vraie monstration d'un fantôme. En bref, on se retrouve face à un film d'horreur intelligent et novateur que je conseille vraiment aux amateurs du genre. Numéro 3, Le livre de Jérémie de Asia Argento. J'ai été assez surprise en fait de voir que ce film n'était que si peu connu tant qu'il reprend des codes d'un genre de film qui est extrêmement populaire, le drame noir. Si vous aimez des films comme Amour chienne ou Requiem for a Dream, ce film est fait pour vous. Il se situe dans la droite lignée de ces films qui montrent les tragédies du quotidien, qui s'intéressent aux marginaux et aux laissés pour compte de la société. C'est l'histoire de Jérémie, un enfant adopté qui est rendu à sa mère maternelle, Sarah, une prostituée droguée. Jérémie est ballotté entre sa famille adoptive, sa mère et ses grands-parents maternels extrêmement croyants. Nous suivons ainsi tout le long de ce film ses errances dans une enfance déchirée. Ce film est très trash et violent, parfois assez dur à regarder, pourtant il ne tombe jamais dans la gratuité, il n'est jamais choquant pour choquer. Tout est bien dosé, tout est justifié, et s'il peut choquer, c'est uniquement par son aspect cru et ultra réaliste. Car oui, effectivement, ce genre de vie déchirée, ce genre de destin tragique existe pour de vrai, et le cinéma peut être un bon prisme pour nous montrer ce genre de vie. Ça fait du bien parfois de sortir de son petit confort et de regarder le monde à travers d'autres yeux. Le film possède aussi une dimension extrêmement critique envers la société, et notamment sur comment la société traite les personnes hors normes, traite les marginaux. C'est une vision froide et réaliste, très désabusée sur notre monde, qui manque parfois de finesse mais n'oublie jamais de donner un vrai point de vue sur les choses. Les effets visuels sont très simples mais efficaces. Omniprésence des plongées et des contre-plongées, cadre qui bascule pour signifier le malaise de Jérémie, couleurs criardes, flashy et vulgaires qui s'opposent à des noirs proches-fonds et des contrastes très forts, très peu de couleurs intermédiaires, violence des couleurs qui corroborent la violence des propos. C'est un film qui met mal, qui remue, qui fait bourlinguer le ciboulot et franchement ça fait du bien des fois. Je vous recommande grandement ce film. Numéro 4.
Dredd. Incroyable! Un film d'action au milieu de tout cet océan de noirceur. Et oui, je ne suis pourtant pas une grande amatrice des films d'action et pourtant force est de constater que j'ai été extrêmement séduite par ce petit film. Il est sorti en direct ou DVD et c'est bien dommage parce que même si on sent un manque de budget évident au niveau des effets spéciaux, il aurait eu tout à gagner à sortir sur un grand écran. L'histoire se déroule dans le futur où tous les habitants des États-Unis se sont regroupés dans une seule grande ville de 800 millions d'habitants. Dans cette ville, les juges sont chargés de faire la loi. Judge Dredd se retrouve à entraîner une jeune recrue. Il s'avère qu'ils vont être contraints de démanteler un trafic de drogue dans une des zones les plus dangereuses de la ville. Je trouve que de par son petit budget, ce film est obligé d'être extrêmement astucieux et de ne pas faire de surenchère d'effets spéciaux ni chercher un scénario trop compliqué. Et c'est justement cette simplicité que j'aime beaucoup. Par exemple, ce film se déroule quasiment en huis clos dans un seul bâtiment, ce qui lui donne une atmosphère presque oppressante et très étrange pour un film d'action. De même, les bagarres sont vraiment réduites au strict minimum, au strict nécessaire de ce qu'il faut pour insuffler une bonne dose d'action à certains moments. Le film préfère créer des personnages furtifs et intelligents qui essayent de s'infiltrer de manière discrète dans des endroits plutôt que des gros bourrins décérébrés, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ce qui ne signifie pas du tout que les films d'action ne soient pas bien filmés, au contraire. Elles sont très efficaces, très bien rythmées, bien placées, il n'y en a pas trop ni pas assez, ni trop longues ni trop courtes, elles sont en somme vraiment parfaitement maîtrisées. Une des grandes raisons qui fait que j'apprécie ce film, c'est le rôle joué par Lena Headey qui joue la grande méchante de ce film. Alors, je sais pas si c'est mon groupisme interstellaire envers cette actrice, et oui, moi je suis une pro Lannister, désolée. Mais des fois j'avais presque l'impression que c'était elle le personnage central du film. Elle est froide, elle est cynique, elle est cruelle, elle est désabusée. Vraiment une super méchante. Ce film a tout un propos autour de la drogue, autour des gangs, autour de la manière dont les laissés-pour-compte s'organisent en meute pour survivre. Ce n'est pas spécialement finement amené, mais ça a le mérite d'être là et surtout d'offrir un climat angoissant, tendu et très violent qui soit plausible. Dredd ne sera clairement pas un film révolutionnaire, mais il possède largement assez de qualité pour être dans ce classement. Numéro 5, Imaginarium. Pour ce film, je me dois de remercier mon amie Camille, grande amatrice des films fantastiques. Coucou Camille! C'est l'histoire de Tom, un compositeur âgé dans le coma qui est en train de vivre les derniers instants de sa vie. Il imagine un monde dans lequel il est encore un enfant. Dans la vie réelle, sa fille, elle, essaie de renouer les liens qu'elle entretenait avec lui avant. Elle essaye de recomposer ces liens avant que la dernière heure de son père ne soit venue. Si vous détestez les ambiances fantastiques qui ont tendance à tomber dans le gothique, les univers du conte et du merveilleux, et surtout si vous détestez Nightwish, passez votre chemin. Oui, parce qu'en fait, Nightwish a collaboré grandement à la réalisation de ce film. En revanche, si ce que je viens de vous dire vient d'attiser votre curiosité, je vous recommande vraiment grandement de regarder ce film. Ce film nous plonge dans une atmosphère onirique, irréelle et magique. Je pense qu'il faut vraiment, pour apprécier ce film, faire appel à la part de l'âme d'enfant que l'on a tous en nous. Malgré son petit budget, environ 15 millions de dollars, et l'ambiance visuelle est extrêmement réussie. L'univers bleuté, la photographie fouillée, les costumes burlesques créent vraiment une atmosphère propre à l'évasion, propre au rêve. Ce film, évidemment, puisqu'il y a Nightwish dans les personnages principaux, contient beaucoup de musique. J'avais très peur que ça fasse un effet Disney-like, à savoir que les musiques soient là vraiment trop illustratives, qu'elles viennent vraiment trop rythmer le film, mais en fait non. Ça ne fait qu'augmenter l'onirisme du film. En effet, ce film se déroule sur deux dimensions et deux lignes temporelles distinctes. Celle du rêve du vieil homme, donc le monde onirique, et celle de la réalité. Les chansons sont utilisées pour faire la voix de la raison, la voix du réel qui surgit parfois dans l'inconscient du vieil homme au bord de la mort. Ce film contient beaucoup de tristesse, de mélancolie, sans pour autant être froid et dur. Il nous confronte à la mort d'un être aimé, nous pose des questions sur les derniers instants de la vie de cette personne. La vision de la fin de vie est un petit peu simpliste, mais n'est jamais misérabiliste. Je trouve au contraire que ce film pousse vraiment à accepter le deuil et à accepter la mort d'une personne. Ce film possède autant de détracteurs que d'admirateurs, et je trouve que c'est tant mieux, ça prouve qu'il a une vraie personnalité. Malgré la complexité de son scénario et de son histoire, on n'est jamais perdu à un seul instant. Ce film est touchant, beau, poétique, avec un univers riche et foisonnant, qui n'est pas toujours une réussite, mais qui a au moins le mérite d'essayer d'être original dans un univers où les films ont tendance à être, hélas, beaucoup trop aseptisés. C'est clairement, moi, je vous recommande un film à voir. Numéro 6, Malveillance. C'est un film que j'avais déjà présenté dans une très vieille vidéo qui traînait sur ma chaîne et qui faisait au moins 40 minutes, mais ça va être au moins pour moi l'occasion de m'attarder un petit peu plus dessus et de vous en parler plus en détail. C'est l'histoire de César, un gardien d'immeuble qui est propre sur lui, discret, le monsieur tout le monde parfait. Sauf qu'il s'avère qu'il stocke de manière très malsaine les habitants de l'immeuble, et notamment la jeune femme Clara qui sera la proie principale de cet homme.
J'aime ce film parce qu'il est ultra minimaliste. Ici, pas d'effets grandiloquents ou de coups de théâtre exagérés. Tout est dans la rigueur, la minutie, tous les coups que fait César sont précis, sont méthodiques, sont minutieux. Et la conséquence de ces actes qui sont très calculés, très minutieux, très froids, sont d'autant plus importante. L'ambiance de ce film est très réussie, il est malsain, il suinte, il suppure. Les agissements de César se regardent vraiment avec une grimace de dégoût. On se retrouve, témoin malgré nous, au milieu de scènes desquelles on voudrait vraiment pouvoir s'échapper, mais où le film nous impose tout et ne nous épargne rien. Le jeu d'acteur de Luis Tosar est vraiment magnifique. En un battement de cils, en un regard, il arrive à passer du gardien d'immeuble propre sur lui, monsieur tout le monde, même un petit peu maladroit, qui a l'air vachement sympathique et débonnaire, à un psychotique vraiment névrosé qu'on sent en proie à un grand trouble intérieur. Tout le film repose vraiment sur ce personnage et force est de constater que le jeu de Louis est vraiment à la hauteur. Bon oui, moi je l'appelle Louis par son petit nom, hein. On est presque potes maintenant, hein, après tout ce que je l'ai vu faire à l'écran. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce film, c'est qu'il n'y a jamais vraiment d'argumentation, il n'y a jamais vraiment d'explication à ses agissements. On se préoccupe des conséquences plus que des origines de ce mal et je trouve ça vraiment très intéressant et assez inédit dans le milieu. En bref, pour moi, Malveillant, c'est vraiment un petit phénomène du thriller et du film d'épouvante qui a vraiment une atmosphère très réussie avec un jeu d'acteur parfait. Je vous recommande vraiment de regarder ce film, mais attention, il se peut qu'il vous mette très mal et que vous vérifiez tous vos placards avant d'aller vous coucher après. Numéro 7, The Visitor. C'est un bon petit film que j'ai déniché complètement par hasard et je tenais absolument à vous en parler parce que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce film. C'est l'histoire de Walter Val qui a une vie que l'on pourrait scientifiquement définir comme pépère plampant, voire même un petit peu chiante sur les bords. Il est très solitaire, très casanier, bref, pas le genre de type rigolo à croiser en soirée. Un jour, il doit faire une conférence à New York et longe dans l'un de ses appartements, dans lesquels il y a les fameux visitors, à savoir un couple de squatteurs qui a logé dans ses appartements. Ce film, c'est l'histoire d'une rencontre entre une vie monotone et morose et une vie pleine d'aventures et de joie, symbolisée par le jeune couple. Walter et le couple passent de très bons moments ensemble, ils apprennent la musique, ils passent de bonnes soirées, ils écoutent, ils apprennent à danser. Walter apprend à revivre et vraiment à s'ouvrir aux autres grâce à ce jeune couple. Ça pourrait très bien être un feel-good movie s'il n'y avait pas une ombre tragique au tableau. Le jeune homme du couple est immigré et son titre de séjour arrive à expiration. Cette épée de Damoclès qui plane au-dessus d'eux donne vraiment un goût de dernière fois, donne encore plus de valeur au moment qu'ils passent ensemble. Ce film, c'est une lutte, une fuite en avant contre le temps qui passe. C'est une quête tragique et désespérée, mais pourtant absolument magnifique. Le jeu d'acteur est constamment juste, il n'y a absolument aucune fausse note au tableau. La mise en scène discrète sert pourtant efficacement les propos du film. Les plans au début du film sont rapprochés, étouffants. Le personnage de Walter est constamment cadré par des objets ou par des portes. Walter, au début du film, n'est jamais dans un plan avec deux personnages. À la fin du film, en revanche, les plans sont beaucoup plus larges, ouverts. Les cadres ont disparu et Walter, lui, est intégré dans des foules, est intégré dans des personnages. Il a appris à revivre. La fin de ce film est extrêmement tragique, mais est un point d'orgue magistral dans ce petit film. En bref, si ce type de film est votre dada, je vous le conseille vraiment. Il est touchant et émouvant sans jamais tomber dans le pathos et dans le misérabilisme. Il est drôle par moments, touchant tout le temps, bref, ce film est une vraie réussite. Numéro 8, Le Pigeon. Bon, on va quand même finir cette vidéo sur une note un petit peu plus joyeuse, n'est-ce pas? Le film dont je vais vous parler n'est pas vraiment méconnu comme peuvent l'être les autres. Pour parler plus clairement, c'est un film de 1958, donc il est très peu connu par les gens de ma génération et c'est hélas tristement à tort. C'est l'histoire de Cosimo, arrêté pendant qu'il vole une voiture. Pour qu'il soit libéré, les gens de son gang cherchent à payer quelqu'un, un pigeon, qui s'accusera du délit à la place de Cosimo et écopera son temps en prison. Manque de bol, Cosimo ira en prison avec son pigeon, Pépé, à qui il révèle les détails de son prochain grand coup. Mais Pépé sort plus tôt que Cosimo et il va trahir ce dernier, puisqu'il va réaliser le casse en compagnie des anciens compagnons de Cosimo. Ce film est intemporel et n'a pas pris une ride. L'humour est très proche du burlesque ou de la farce, mais il est toujours extrêmement efficace. Les personnages ont vraiment le don de se fourrer dans de sales draps et c'est un vrai régal, certes un petit peu sadique, d'essayer de voir la manière dont ils vont s'en dépêtrer. Si vous aimez l'ambiance des films de gangsters, vous risquez d'être séduit par ce film. En effet, tous les codes du film de gangster y sont repris, que ce soit à but parodique ou vraiment pour être sérieux, pour illustrer par exemple des braquages. Tous les clichés des films de gangsters y sont, mais c'est vraiment toujours utilisé avec brio, sans jamais être lourd ni trop démonstratif. Ce qui fait aussi une des plus grandes forces du film, c'est sa galerie de personnages toujours attachants, humoristiques et
très originaux. Les petites frappes, au final, même si ce sont des brigands et des voyous, eh ben on se prend à les apprécier. Ils sont tellement naïfs, ils ont un côté très attendrissant qu'on a vraiment envie qu'ils leur réussissent leur grand coup. Le film est enfin aussi une fresque intelligemment écrite sur les vies en marge, les vies pauvres, dans une Rome qui a des allures de ville fantôme. L'intelligence et la finesse de ce sous-message ne viennent jamais perturber le rire qui reste tout au long du film franc et vraiment sincère. Bravissimo! Voilà, ma vidéo pour les 200 abonnés est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à me laisser des commentaires, à me suivre sur Facebook si vous voulez avoir plus d'infos régulièrement. Et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!